Je voulais commencer par remercier Emmanuel, Marie, Henri, qui ont accepté de m'accompagner à travers cette aventure. Dans un volontarisme et un dynamisme qui les caractérisent, ils sont également touchés par ce mal cruel qu'est la SLA, à des stades différents. Longtemps considérée comme une maladie peu fréquente, cette affection touche en réalité 3 à 4 Français par jour nouvellement diagnostiqués. Tous les mouvements volontaires du corps sont contrôlés par le cerveau. Les cellules nerveuses du cerveau, appelées neurones moteurs supérieurs, commandent les mouvements par l'intermédiaire de signaux chimiques appelés neurotransmetteurs. Le signal se déplace depuis les neurones moteurs supérieurs vers les neurones moteurs inférieurs par l'intermédiaire de la colonne. Des fibres nerveuses, appelées axones, prennent leur source dans la colonne et alimentent les différents muscles. L'endroit précis où les axones rencontrent les fibres musculaires est appelé plaque ou jonction neuromusculaire. Lorsque le signal atteint cette plaque, le muscle se contracte et l'on obtient alors un mouvement musculaire volontaire. La sclérose latérale amyotrophique, SLA, également connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie dégénérative qui touche les motoneurones à la fois supérieurs et inférieurs. Plus le nombre de motoneurones touchés est grand, plus il est difficile pour l'individu de transmettre un signal vers ses muscles. On assiste alors à une perte des mouvements musculaires volontaires et de la coordination. Avec le temps, les muscles s'affaiblissent et l'individu se retrouve peu à peu paralysé. Les personnes atteintes par cette maladie ne parviennent plus à faire leurs activités quotidiennes, ne serait-ce que marcher ou se lever d'une chaise. Lorsque la paralysie s'étend, la personne est confrontée à des difficultés pour avaler, parler et même respirer. Malgré l'absence, pour l'instant, de traitements réellement efficaces, nous disposons d'équipes soignantes compétentes, formées à cette pathologie, d'aides techniques au handicap mieux adaptées et de traitement des différents symptômes qui améliorent notamment la vie quotidienne des malades. L'Association des Foulards Verts au Soleil, l'équipe Réatim de Perpignan et l'Association nationale pour la recherche sur la SLA se sont réunis pour vous proposer ce documentaire afin d'aider le malade et ceux qui l'entourent, conjoints, proches, soignants, à s'adapter à l'évolution des handicaps. Il s'agit de pallier au mieux aux difficultés pratiques qu'ils génèrent au quotidien, dans les transferts en particulier, et de prévenir certains risques pour le malade et ses aidants, chute, mal de dos ou autres, afin d'optimiser et surtout de pérenniser une prise en charge dans les meilleures conditions possibles pour tous. Mon père est tombé malade à l'âge de 38 ans. À l'époque, j'avais 14 ans et ma sœur avait 5 ans. Donc, au départ, il croyait pas, je me rappelle qu'il ne croyait pas au diagnostic et il a fait appel à d'autres spécialistes. Une fois que ça a été confirmé, il s'est rapproché de l'association nationale sur Paris qui s'appelle l'ARSLA. Et il est monté plusieurs fois, assister à ces réunions sur Paris avec son véhicule. Et je crois que c'est ça qui lui a donné envie de créer l'association locale qui s'appelle les Foulards Verts. Parce que pour moi, je crois que sa motivation, elle est là. C'est aider les malades et voir grandir ses enfants. Et mon père, il a une âme d'entrepreneur et il n'a pas eu de grandes difficultés à mobiliser les forces vives autour de lui qui l'aident dans ce combat. Sa perte d'autonomie a été progressive. Au départ, il marchait avec un déambulateur, il parlait et il marchait. Il parlait, il mangeait et il marchait avec un déambulateur. Ensuite, il y a à peu près 10 ans, il a fait une trachéotomie et maintenant il est nourri aussi par sonde gastrique. Il ne parle plus et il se déplace en fauteuil roulant électrique. Un jour ou l'autre, quasiment tous les soignants vont se plaindre du mal de dos. Nous allons vous donner quelques conseils pour éviter les risques d'accident. Bon, ce qu'on peut dire surtout pour une personne seule avec le patient, c'est le danger de la répétition et donc de se protéger.
tous les personnels professionnels ou soignants qui manipulent beaucoup les patients arrivent un jour ou l'autre à se faire mal au dos et à ce moment-là prennent conscience de leur dos et donc soit font de la natation, font de l'exercice et surtout mettent une ceinture, un lambostat pour se protéger. Et je suis persuadé qu'en le mettant avant, on se ferait pas mal. On sait très bien si on va faire les transferts le matin, le midi, le soir ou quand on va dans un service ou si on va manipuler les patients ou pas, on peut très bien prendre la ceinture pour 1 heure ou 2 et ensuite on la laisse de côté. Il ne faut pas l'avoir en permanence, mais c'est vraiment une sécurité, une protection pour le dos du soignant ou de la famille. Oui. Pour manipuler, au départ, c'était un peu galère hein, parce que, vu mon poids et celui de mon mari, j'avais des difficultés. Donc, grâce au kiné Julien, il m'a appris à lever mon mari. Et c'est vrai que je le lève sans difficulté et sans me faire mal au dos. Il faut faire attention surtout sur ces transferts de la position de décubitus à la position assise et inversement. Donc c'est une technique en fait, qu'on m'a apprise tout simplement en milieu hospitalier au cours de mes stages, en fait, lors de ma formation. C'est une technique qui est essentiellement utilisée par les aides-soignantes en fait, que j'ai vu faire. Et effectivement, par rapport au dos et par rapport aux nombreuses pathologies qu'on retrouve chez le personnel soignant, notamment en domicile, c'est quand même assez utile parce que ça évite tous ces problèmes de cisaillement au niveau des lombaires qui ne sont pas faites généralement pour ce genre de travail. Donc ça nécessite d'avoir un bon gainage musculaire et un geste assez précis et rapide pour éviter justement de se faire mal au dos. L'avantage qu'on a ici aussi avec Monsieur Mas, c'est qu'il est bien équipé et notamment ce lit réglable en hauteur, ça permet quand même de soulager son dos. Voilà. Bon, le gros problème visiblement avec le personnel soignant, c'est que ce n'est pas les techniques qui sont fréquemment utilisées ou qui sont, qui pâtissent pas d'une mauvaise réputation, mais bon, c'est souvent synonyme de perte de temps ou de peur de se faire mal, alors qu'en fait, bon, c'est assez simple à réaliser. Et une fois qu'on a compris comment fonctionnait un minimum son dos et comment fonctionnent ses lombaires, c'est relativement simple à réaliser. Surtout, bon, sur la durée, c'est quand même assez, on va dire que c'est protecteur. Si on a affaire à un patient léger, tout le monde peut le manutentionner facilement, le relever, le redresser dans le lit, même carrément le prendre à plein bras pour l'asseoir ou pour le manipuler du lit au fauteuil. À partir du moment où le patient commence à avoir un poids égal au sien ou supérieur, il faut faire attention parce que dans la répétition des mouvements en tant que soignant ou que famille proche de patients, on va finir un jour ou l'autre par avoir mal au dos. Alors là, on peut utiliser différentes aides techniques selon l'état du patient, selon la gravité de sa pathologie et les muscles qui lui restent. Pour un patient léger, on peut utiliser simplement des barres d'appui, des barres de relèvement au bord du lit, ou ensuite des guidons de transfert, simples ou à roulettes, qui permettent de relever le patient, de le sécuriser pendant le transfert et d'avoir ainsi des transferts sécurisés pour le patient et pour le soignant ou la famille. Pour les patients dans les cas où c'est extrême au niveau poids ou au niveau fatigue ou un patient qui se retrouve tombé par terre, on utilise des lève-malades avec des sangles pour vraiment faire des transferts en toute sécurité, sachant que ces transferts sont parfois angoissants un peu pour le patient qui se sent coincé, étriqué dans la sangle, et c'est vrai qu'il faut bien préparer le patient à ce type de transfert. Néanmoins, c'est le plus courant, le plus classique. Après, on a d'autres techniques, d'autres sangles. Tous les fournisseurs de matériel fabriquent des produits, des sangles qu'on met au niveau des fesses, qu'on met au niveau du dos pour prendre à deux plus facilement le patient. Et donc, on a de nombreuses techniques, mais qui ne sont pas propres à chaque individu. Il faut vraiment essayer différents systèmes. On a, pour rehausser au lit du patient, aussi des draps de rehaussement. Pour un patient léger, on utilise les alaises ou le drap classique. Dès que le poids du patient devient lourd, pour éviter de se faire mal, on a des draps de glisse qui permettent de déplacer vers le haut ou même latéralement le patient. Alors, contre les agressions, les moultes agressions physiques, quand on travaille en maison d'accueil spécialisée et donc service de soins externalisés de celle-ci, on se réfère à notre formation d'aide-soignant. Nous avons fait l'école du dos, c'est une chose. On essaie de faire toujours attention à nos gestes et postures, pas de prendre des positions vicieuses.
Alors ça, c'est un fait, c'est un petit peu là dans l'utopie, hein, j'allais dire, du soin, le soin idéal. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'environnement, au niveau du patient, suivant sa pathologie, il y a des manipulations qu'on ne pourra pas faire, il y a des appareillages que nous n'avons pas. Et là, on essaie de trouver d'autres solutions qui aillent bien, j'insiste bien sur la sécurité au niveau du patient et de notre dos, hein, parce que c'est notre dos qu'il s'agit. Et voilà. Donc il a fallu, avec l'équipe encadrante, trouver des solutions autres pour installer du matériel dans l'aide à la manutention de papa lors du lever et du coucher. Donc papa a fait des recherches, l'équipe encadrante aussi, l'équipe soignante aussi, l'ergothérapeute aussi. Et donc ils ont fait plusieurs essais. Et là, il se trouve qu'ils ont fait un essai avec une sangle qui maintient les fesses et le dos. Et qui, apparemment, d'après ma maman, est très bien. Elle est maniable, elle est sécurisante, elle est pratique. Pour la sécurité du patient et du soignant, il existe du matériel adapté pour chaque cas d'handicap. Il est important que ce matériel soit conforme à la réglementation et réponde aux besoins afin d'améliorer le confort du malade dans les transferts. Vous verrez qu'on a tous différentes façons d'exécuter nos manipulations, lesquelles ne sont pas toujours conformes, mais souvent utiles à certains moments. Ça va dépendre. L'appréciation des gens, ça dépend de la pathologie souvent. Et des fois de l'inconfort de certains produits, qui va être inconfortable pour une personne et très confortable pour l'autre. Ça, c'est difficile à gérer. Donc on explique bien aux gens qu'il y a beaucoup de matériel. Donc on fait souvent des tests de produits différents, donc soit un lève-malade, un disque tournant, une planche de transfert, des draps de glisse ou autre appareil. Hein. Et selon le ressenti du patient, on va mettre un produit ou un autre pour pouvoir donner du confort au patient, de la facilité de transfert, de l'aide à la vie quotidienne. Tout simplement, que ce soit un transfert voiture, que ce soit un transfert au lit, au fauteuil, aux toilettes, voilà, tous les transferts qui vont aller autour du malade. Mais dire qu'il faut tel produit ou tel produit, on ne peut pas dire ça. Il faut adapter les produits qui existent au patient. Ensuite, lorsqu'il a été trachéotomisé, il a fallu faire appel à une équipe soignante pour assurer les soins, la toilette, le lever et le coucher. Donc, pour ma maman, ça a été une bonne chose que l'équipe soignante intervienne à la maison. Et elle me dit que maintenant, ils font partie de la maison. Voilà. Et donc, c'est avec la venue de cette équipe médicale à domicile qu'ils ont connu le disque. Donc, ce disque a été un grand réconfort pour mon papa et aussi pour la personne qui le levait. Ça permettait de ne pas faire vriller tes jambes. Donc, ça a été une très bonne chose. Pour ce qui concerne les transferts, il faut s'équiper. Il faut éviter d'avoir à demander aux personnes qui vous transfèrent de forcer, de se faire mal, parce que a priori, c'est pas possible, quoi. Alors il faut du matériel. Alors moi je dis que il faut toujours chercher ce qu'il y a de mieux. Ce que j'ai me va très bien, mais je pense à tout ce qui pourrait encore améliorer, ou plus tard, ou même maintenant. Par exemple, actuellement, je vais utiliser un fauteuil de douche inclinable, parce que quand je suis sur le fauteuil de douche, je ne me tiens pas très bien et j'ai toujours peur d'une chute en avant. Avec un fauteuil inclinable, je serai plus en arrière et la personne qui me fera la douche sera plus tranquille. Alors, il faut toujours anticiper et toujours faire en sorte d'aider le soignant ou l'aidant. Moi, j'ai un système qui n'est pas le meilleur, mais on se débrouille comme ça. On a eu plusieurs chutes depuis quelques années. Enfin, donc vous avez vu, on passe d'un siège à l'autre avec des efforts. On y arrive. Nous avons l'infirmière en chef qui le fait beaucoup mieux. Nous avons des infirmiers, parce que nous allons à Lourdes, ou des ambulances qui le font beaucoup mieux, les transferts. Mais nous, on se dépatouille quand même, on le fait. Et puis maintenant, on a découvert le monte-malade, le lève-malade,
qui est vraiment très utile, très sécurisant, pour elle beaucoup plus tranquille. On fait, comme la chambre est assez loin quand même, ça fait un passage raccourci, disons. Enfin voilà. Je pense que déjà nous-mêmes, dans ma société, on informe les gens au maximum de comment utiliser le produit, déjà, minimum. Pour que on ne va pas amener chez les gens un soulet malade, on va le mettre dans un coin, on dit ça c'est pour lever la personne, il est là, voilà, vous avez la sangle, et vous doit y avoir un petit papier pour vous expliquer comment ça marche dedans. Donc on essaie quand même de mettre en place les choses. Normalement, quand les gens sortent d'un centre de rééducation, ils ont déjà une première formation, et les ergothérapeutes, de mise en place de sangles de soulet malade, de planches de transfert, disques tournants, tout ce qui va autour du malade pour le transfert. Donc logiquement, ils sont préparés à la sortie. La famille n'est pas forcément préparée. Souvent, ils vont dans le centre et on leur explique un petit peu ce qu'il en est. Mais ils emmagasinent beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils imprègnent de suite. Ils le voient sur le terrain après. Souvent, il se passe qu'ils font des sorties thérapeutiques qui sont très intéressantes parce que ça permet aux gens de se mettre en situation réelle sur un laps de temps qui est court, mais assez violent quelque part parce qu'il y a la réalité de la vie qui se trouve au moment où la personne va rentrer à la maison et elle s'aperçoit qu'elle fait plus qu'elle faisait avant et que voilà, elle est au pied du mur, comme on dit, et elle se trouve confrontée à la réalité de la vie. Voilà. Après, c'est vrai que nous, on est là pour les conseiller, on est là pour les aider dans le choix de leur matériel et de ne pas se tromper. Ça peut nous arriver, on n'est pas... Je sais pas... On fait au mieux pour que ce soit le mieux possible. Eh bien, comme amélioration, d'abord chez nous, on a sur le plan, nous sommes à un deuxième étage qui est assez haut, vous l'avez remarqué en montant, et on a mis dès le départ, parce qu'elle ne pouvait pas du tout monter les escaliers, c'était très difficile, une chaise électrique dans les escaliers, et ça nous a rendu de grands services. On a eu des incidents aussi, en faisant le transfert du fauteuil à la chaise, on est tombé quelquefois en haut, quelquefois en bas, mais pas chaque semaine quand même, heureusement. Mais enfin, on a eu des petits soucis à ce sujet, mais jamais grave. Toujours laissé tomber, là c'est mal aux jambes parce qu'elle tombe sur ses jambes, mais bon, enfin voilà. Alors ce fauteuil, on l'a gardé un certain temps, et puis comme ce fauteuil ce n'est qu'une chaise, sa respiration ne marchait plus, et souvent au premier étage déjà on avait de grosses difficultés. Enfin, donc on a réussi à installer le monte-malade derrière notre bâtiment, qui est très utile. C'est un investissement lourd quand même. Hein. Là, il faut remercier Laurent et les foulards verts qui nous ont aidés à payer une partie. J'espère pouvoir le rendre, je souhaite pouvoir le rendre, et Laurent peut-être aussi. Et puis, non, je plaisante. Et puis, pour nous, c'est un gros avantage parce que, alors, on sort de ce fauteuil de séjour, on la met sur le fauteuil roulant, et là, puisque maintenant on nous a fourni une voiture aussi, où le malade monte directement dans la voiture avec le fauteuil, où le fauteuil monte directement dans la voiture. Donc, de ce fauteuil, nous partons, et il n'y a plus de transfert. Il n'y a qu'un seul transfert pour chaque au départ, et quand nous revenons pour nous mettre dans ce fauteuil de nouveau. Il est difficile souvent de faire passer du matériel parce que ça ne passe pas, tout simplement. Donc là, c'est là qu'il va falloir aussi rentrer en ligne de compte. Conseiller les gens, leur dire voilà, là, ça ne va pas passer, donc il va falloir prévoir, je pense, de faire des travaux parce qu'on ne pourra pas passer. Qu'on le veuille ou non, on va taper sur les murs, à un moment donné, il faut adapter la maison à l'handicap de la personne. On n'a pas le choix, en fait. Hein. Nous, on ne le fait pas, mais je sais qu'ils peuvent le faire. En rapport à la MDPH aussi, il y a des contacts avec des artisans qui font ça très bien. Mais il faut faire des adaptations. On ne peut pas rester comme ça. Hein. Donc, éviter le maximum de portes battantes, parce que c'est là où on prend le plus de place, perd le plus de place. Pour partir sur les portes à galandage, parce que c'est là où on gagne la place et on n'a pas de cette façon que la porte s'ouvre qui balaye devant et qui obstrue tout. Donc une porte, souvent les gens nous donnent une largeur de porte parce qu'ils mesurent la porte, elle fait 83, mais on s'aperçoit que comme la porte à la poignée est contre le mur, en fait on perd 5 cm, on n'est plus à 83, on est à 78 ou 77. Donc le fauteuil il fait 78, et il ne passe pas parce qu'il manque 1 cm, parce que la porte ne ferme pas, donc il faut enlever la porte. Alors on dit il faut enlever la porte. Ah, comment il faut enlever la porte? Si vous voulez passer, il faut enlever la porte. Après, on voit sur le terrain, hein, mais c'est vrai que c'est difficile de tout adapter.
Alors des aménagements, c'est sans fin. L'informatique, il faut adapter l'informatique du mieux possible parce que c'est une aide extraordinaire. C'est une aide extraordinaire. Avec les logiciels qui existent, on peut communiquer même lorsqu'on n'a plus la parole. On peut toujours envoyer des mails, on peut envoyer des photos, les recevoir, aller sur les revues, les journaux. Passer demi-heure ou 1 heure ou 2 heures à lire les journaux. Si vous n'avez pas l'ordinateur, c'est pas possible. Hein. Donc l'informatique, c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et il ne faut pas que les malades je pense surtout aux malades plus âgés qui n'ont pas eu d'informatique dans leur vie professionnelle, il ne faut pas qu'ils hésitent quand même parce que même avec un minimum de gestes et d'apprentissage, je pense qu'on peut arriver à faire certaines choses. C'est ce que je dis souvent à des malades un peu âgés. Je leur dis, vous devriez essayer, vous devriez faire même le minimum, ça vous aiderait beaucoup. Ne serait-ce que vous cliquerez Internet et aller chercher un article d'un journal ou la une d'un journal. Alors, au niveau des problèmes que l'on peut rencontrer à domicile, notamment par rapport au transfert, eh bien, ça va commencer par l'environnement du patient. On peut tomber sur un habitat où l'usager vit qui est un peu exigu. On peut être en manque de matériel. Le problème majeur, eh bien, c'est de sécuriser l'usager, et nous aussi. Parce que pour faire du bon travail, du bon soin, eh bien, si le soignant n'est pas à même d'apporter un travail en toute sécurité, l'usager risque aussi d'avoir des petits soucis quant à la sienne. D'autres problèmes, ça peut être aussi en relation avec les aidants, c'est bien souvent la famille, eh bien, qui veulent ou ne veulent pas, parce que c'est quand même intrusif quand on vient chez eux, tel ou tel soin, telle ou telle manipulation. Et le patient en lui-même, eh bien, peut-être que certains types de manipulation, certains outils de transfert, je pense à l'élève malade, sont assez réfractaires à ce sujet. Donc on essaie de pianoter avec tout ça. Quand on parle de patients, avant tout c'est un être humain, ils sont tous avec des particularités, des différences, des caractères, comme nous en tant que soignants, chacun a ses habitudes. Il faut arriver à trouver le matériel le plus adapté aux patients, aux pathologies, et j'en reviens toujours à ce qui pour moi me paraît la chose essentielle au niveau du soignant, c'est avant toute prise en charge, c'est de connaître le patient et ses besoins. Et après on essaie d'adapter au mieux le matériel, mais c'est vrai que c'est un peu dans la débrouille par moment, il y a du matériel qui est adapté pour une personne, et la deuxième personne avec la même pathologie, le matériel ne conviendra pas, quoi. Faut arriver à s'adapter, mais toujours en respectant ces deux côtés, je dirais, le côté du soignant et le côté du soigné. Il faut arriver à essayer de trouver un compromis. Ouais, tout dépend de la communication qu'on a avec l'entourage. Mais c'est sûr qu'on est toujours présent pour donner des conseils concernant la posture ou donner des conseils concernant les transferts. Parce que c'est vrai que c'est un travail au quotidien aussi pour la famille et qui n'est pas du tout formée. Donc c'est sûr que la communication là, est très importante dans ces cas-là, c'est certain. Eh bien, on vous donne des conseils, mais il faut les suivre. Et on vous a dit faites comme ça, vous essayez, vous ne réussissez pas, vous revenez à votre système qui est un peu plus fatigant, c'est vrai, où il y a un petit risque aussi de se faire mal au dos, mais jusqu'à maintenant, ça a réussi, c'est bon, ça passe. Au niveau des patients, chaque patient est différent. Il y a toutes les sortes de pathologies. On peut avoir quelqu'un qui a un hémicorps qui ne fonctionne pas, les jambes, un bras, une main. C'est vraiment, on a affaire à des patients très différents les uns des autres. Et en tant qu'ergothérapeute, on est amené à chercher comment les aider. Alors, certains patients, spontanément, vont chercher à compenser le handicap d'une façon ou d'une autre et trouvent des solutions et nous en apportent. Moi, c'est un patient qui m'a montré, par exemple, le coussin releveur, qui a un piston qui permet de s'adapter au poids du patient et qui aide à se relever à un certain moment. Pour certains patients, c'est excellent. D'autres patients m'ont soumis des casse-têtes, que ce soit d'une polyarthrite rhumatoïde ou des scléroses latérales amyotrophiques, qui n'arrivaient pas à ouvrir le bouchon d'essence de la voiture. Donc, il faut chercher quelle technique on peut trouver ou fabriquer pour adapter à ce genre de problème. Parfois, pour franchir un seuil de porte-fenêtre,
tout le monde, avec un fauteuil, ça devient de suite le casse-tête, parce qu'au niveau isolation, il y a des normes, donc il faut des seuils importants, avec des rails de porte coulissantes, et c'est à chaque fois la catastrophe. Comment le patient peut installer le rail seul pour sortir quand il est seul chez lui pour aller sur sa terrasse? On est confronté à ça régulièrement. Nous rencontrons souvent des difficultés pour financer le matériel ou l'aménagement du logement dont on a besoin. Nous allons vous donner les pistes à suivre, sachant que c'est extrêmement difficile d'obtenir la totalité des remboursements. Alors, il y a des remboursements de sécurité sociale pour location de soulève malade, location de lit, location de fauteuil éventuellement. Là, il y a une base de remboursement. Il y a la base de remboursement pour l'achat d'un fauteuil, que ce soit manuel, électrique ou verticalisateur. Il y a certains achats sur des disques pivotants qui servent à verticaliser, donc il y a une certaine base de remboursement. Après, certaines mutuelles prennent en charge. La MDPH prend en charge en partie, selon un quota de, je crois, 75%. Laurent ne me contredira pas si je ne me trompe pas. J'ai pas tous les... Je ne travaille pas là-bas, donc je ne sais pas trop. Mais bon, on entend parler. Et après, il y a aussi les assurances. Parce que certaines personnes, ça peut être des personnes qui ont eu un accident, ou même qui n'ont pas eu d'accident, qui ont une mutuelle, et qui va pouvoir permettre de donner un plus en confort financier aux gens. Parce que tous les produits coûtent relativement cher, et ce sont des produits qui sont adaptés aux personnes, et souvent on est obligé d'aller beaucoup plus loin qu'un fauteuil basique de remboursement. Alors sur les aides, je peux dire que depuis la loi sur la compensation du handicap, qui date de 2005, et l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées, notre situation s'est bien améliorée. On trouve maintenant du personnel compétent et dévoué, surtout ici, en ce qui nous concerne, dans le département. Et il faut quand même savoir que la sécurité sociale qui intervient dans des remboursements n'intervient qu'à un tarif de base qui ne correspond pas bien souvent au coût du matériel. Par exemple, un fauteuil électrique pour notre pathologie coûte environ 20 000 € avec ses accessoires. La Sécu ne rembourse que le quart ou le tiers. C'est exactement la même chose pour le matériel, les batteries du fauteuil roulant, les systèmes de contrôle d'environnement, etc. Et les mutuelles, c'est la même chose. Il faudrait chaque fois qu'on a ce problème établir un dossier pour la maison départementale des personnes handicapées, mais ça c'est dans la théorie. Après, quand l'urgence arrive, on ne peut pas le faire. Alors on ne le fait pas, ce qui fait que des choses restent à notre charge. Ensuite, il faut savoir que dans notre maladie, il se greffe des besoins périphériques. On a toujours besoin de quelqu'un pour un petit réglage, pour une petite bricole. Et là, il faut, vous savez, la bonté a des limites. Donc on est obligé de payer des personnes pour vous réparer une roue d'un fauteuil roulant ou un accessoire quelconque. Ensuite, il y a le problème de l'aidant familial, dont le statut n'est pas reconnu, ce qui est totalement inadmissible, que ce soit un parent ou le conjoint direct, il se sacrifie pour les malades sans contrepartie. Nous avons besoin d'une équipe pluridisciplinaire au quotidien autour de nous. Kinésithérapeutes, orthophonistes, aides-soignants et infirmières. Tout ce monde est nécessaire pour notre bien-être, mais ce chamboulement dans la vie du couple n'est pas vécu de la même façon par les conjoints. C'est vrai qu'en tant que soignant, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a tendance à avoir deux positions différentes. Quand on est en structure, on aurait tendance à avoir un peu ce que j'appellerais un peu une toute-puissance. On arrive, on est dans notre établissement, le patient arrive chez nous. À domicile, c'est plus intrusif, on arrive chez le patient avec toute son histoire, toute sa vie. Mais je dirais, à part ces deux petits points qui diffèrent, je dirais la prise en charge reste la même. C'est à nous à savoir être professionnels, à savoir lier justement cette relation de confiance pour pouvoir effectivement avancer dans le soin, parce qu'on n'est pas en mesure d'effectuer un soin si on n'a pas connaissance du patient, du dossier et de tout ce qui va avec. Nous avons une infirmière depuis le début qui est très professionnelle, qui est une très très bonne infirmière et qui s'en occupe très bien et qui pour les transferts veut les faire toute seule. Depuis, je lui ai offert quelquefois de lui rendre service, de l'aider. Elle a toujours préféré le faire toute seule. Par contre, les autres infirmières, nous le faisons à quatre mains, comme au piano. Nous le faisons à quatre mains, deux personnes. C'est beaucoup plus sécurisant, beaucoup moins fatigant, et pour la malade surtout. Et même pour nous, c'est plus facile.
ce qui est le plus primordial, déjà, c'est d'arriver à établir une relation de confiance avec le patient. On nous parle souvent de garder une distance professionnelle. Il est vrai que la distance professionnelle dans des institutions, dans des services de court séjour, médecine, chirurgie, c'est vrai que c'est faisable. À domicile, c'est beaucoup plus difficile. On rentre dans l'intimité du patient. On est confronté au patient, à la famille. Il y a tout l'entourage. C'est beaucoup plus difficile de mettre une distance. Et en même temps, ça restera pour moi, cette distance, un garde-fou quand même. Parce que ce qui est important, c'est effectivement d'arriver à poser un minimum de distance. Sinon, on n'est plus dans le soin. Je dirais c'est plus l'amitié qui va s'installer avec un patient et on peut par moment effectivement oublier un peu son rôle de soignant. Mais comment faire, je dirais, quand on vous dit que c'est un métier, on choisit ce métier tout d'abord pour le relationnel. Après, je pense que c'est à chaque soignant à savoir où sont ses limites. Au début, c'est vrai que c'est très difficile parce que j'ai refusé pendant quelque temps d'avoir des aidants extérieurs. Mais malheureusement, avec l'évolution de la maladie, on se rend compte qu'on ne peut pas assumer tout seul. Donc arrivent les aides-soignants, ensuite le kiné à domicile, l'orthophoniste et les auxiliaires de vie. Bon, c'est vrai que malgré toute leur gentillesse et leur dévouement, ce sont des personnes qui s'immiscent dans votre vie privée et qui bouleversent quand même la vie de tous les jours. Petit à petit, on s'habitue à tout ce chasser-croiser, mais c'est quand même difficile parce qu'on a l'impression de ne plus avoir de vie d'intimité, de vie familiale et même peut-être de perdre un peu de liberté. Le matin, par exemple, la toilette, le bain, la douche, c'est quelque chose d'indispensable. Ensuite, c'est vrai que quand le moment arrive où il faut choisir, c'est vraiment difficile. Le jour où vous êtes obligé d'appeler quelqu'un pour faire votre toilette, je ne vous dis pas ce que vous vivez. Même le jour où c'est votre épouse qui vous l'a fait. C'est déjà quelque chose, un écueil déjà considérable. Quand c'est une tierce personne, c'est encore autre chose. Puis finalement, on s'habitue et puis on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la même chose le jour où vous ne pouvez plus manger avec votre fourchette, votre cuillère. Il faut faire appel à quelqu'un. Vous hésitez, vous tardez, vous tombez la nourriture, vous renversez le bol que vous sortez du micro-ondes, etc., etc. Puis vous vous résignez. Au départ, vous vous résignez. C'est comme le jour où vous ne conduisez plus. Le jour où vous arrêtez de conduire, c'est quelque chose qui est invivable. Pourtant, on y arrive. Il faut arriver à passer le cap, à se dire qu'il y a une vie après. Mais je ne vous dis pas que c'est facile à faire, pas du tout. Il faut un certain temps. Et je crois qu'il faut arriver à faire l'oubli. Enfin, l'oubli. Le deuil, l'oubli de certaines choses, c'est pas les oublier totalement. Mais c'est se dire, c'est plus de ma compétence, je ne peux plus, et j'ai besoin des autres. Voilà. Alors maintenant, évidemment, si la personne qui vous fait les soins, vous donne à manger, si le courant passe bien entre vous, c'est encore mieux. Et ça, c'est très important. Et c'est pas facile non plus. Il y a des gens avec qui vous entendez mieux que d'autres. Moi, ça fait quand même, je veux dire, au moins 4 ans que je suis Monsieur Mas, à raison de 5 fois par semaine. Donc c'est évident qu'il se crée des liens, une certaine, des liens d'amitié. Et bon, c'est sûr. Bon, c'est quelque chose qui s'apprend en fait sur le terrain. On ne l'apprend pas à l'école. Et bon, forcément, c'est variable en fonction de chaque personne, de chaque individu. On a plus ou moins d'affinités, mais il est certain que dans le cas de M. Mas et dans le cas d'autres personnes qui ont besoin de soins réguliers, il se crée forcément des liens. À nous de savoir les gérer.
Il faut savoir qu'on considère, je dirais en fin de compte, le patient au même titre que nous soignants. On a exactement les mêmes droits de respect, de dignité. Alors nous, en réalité, depuis qu'on a les gens qui viennent à la maison, tous les intervenants, la vie de couple, je dirais intime, ça n'a pas changé. Par contre, dans la journée, le déroulement de la journée, il faut reconnaître que des fois, c'est un petit peu pénible. Parce qu'on est obligé de s'adapter aux heures des uns et des autres, ceux qui sont plus ou moins respectés. Bien que les gens soient bien que les gens soient gentils. Surtout le matin. Oui. Après, on s'est respecté. Agnès, Oui. elle vient de 9 à midi, de 2 à 5. Il n'y a pas de débordement. Oui, non, mais les gens, quand ils sont en train, t'as les infirmières, l'orthophonie, le kiné, des fois ça se chevauche, c'est un peu, et ça, des fois, c'est un peu pénible. Quand ils se disputent tous. Ouais, parce que c'est à nous à gérer ça. Donc, voilà. Et sinon aussi, bon, ce qu'il y a, c'est que les gens font... Bon, c'est par bienveillance, certainement, hein, mais ils font quand même une intrusion. Ils vont dire, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, vous devriez faire ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais souvent, on a ensemble, ça se passe bien et qui respecte. Ça peut arriver une fois ou deux, mais on a divisé la matinée en 3 plages, une pour chaque intervenant. Le kiné, chacun a son... Mais, enfin, son temps de passage. Mais des fois, ils n'arrivent pas. Ou ils ont un patient qui change. Ça se répercute un peu sur nous, mais quand même. De toute façon, il faut accepter ça, parce que moi, ça me permet quand même d'avoir une liberté. Parce que si j'avais pas d'intervenant à la maison, je serais toujours obligé de rester ici. Tandis que là, ça me permet de pouvoir partir 2 heures, 3 heures, sans problème. Voilà. Sinon, quand j'ai pas d'intervenant, je m'accorde une petite demi-heure, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître, moi, des fois, il y a des jours, c'est lourd, parce que même, je sais pas si vous avez des amis, mais il y a des jours où vous avez envie de les voir, et puis des jours où vous n'avez pas envie. Bon, ben, voilà. Ou les collègues de travail, ou les... Essayer d'être de bonne humeur et de supporter leur humeur. Allez, Oui, parce que les intervenants, ils arrivent aussi avec leurs problèmes. Et puis comme il y en a qu'on connaît depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, on finit aussi par partager leur intimité, par connaître leur vie. On finit tout le temps par être amis. On fait même des repas en dehors de mon travail et tout. Sois gentil. Eh bien, je le dis souvent, heureusement que je l'ai, qu'il a beaucoup de patience pour moi, parce que je me rends compte, je ne sais pas comment je ferais s'il n'était pas là. J'ai bien des enfants, les enfants sont très gentils, dès qu'on les appelle, ils arrivent, mais tout le monde travaille. Alors, ce serait pas agréable. Tandis que là, au moins, il est sur place. Je le mène un peu à la baguette. C'est pas vrai. Et Michel fait ceci, Michel, donne-moi ça. Michel. Mais si Michel le fait, c'est que ça va bien. On entend ça toute la journée. Non, pas à ce point. Non, là, mais... tu exagères, il ne faut pas. Non, c'est pas... Non, mais... C'est très gentil. Non, mais justement,
je peux dire que mon épouse a une acceptation extraordinaire de cette maladie et que dans ce cas-là, elle est d'une patience, d'une acceptation, pas de mouvement de colère, pas, alors que si c'était inversé, je suis sûr que les pauvres entourages seraient beaucoup plus contrariés que par ma façon de vivre et mes réactions, tandis qu'elle est... et tout le monde le reconnaît. Alors, seulement là, elle fait... Je fais de la musique, quoi. Non, c'est bien. Alors, comme point positif aussi, il y a la communication qu'on peut avoir avec, avec les aidants extérieurs, mais aussi avec les autres malades et l'entourage du malade. Donc, grâce à l'association justement des Foulards Verts, qui est présidée par Laurent Rodriguez, on se rencontre et on peut faire des échanges qui sont très positifs. Dans notre quotidien, nous rencontrons des situations inconfortables qui génèrent en nous de la colère. Le civisme n'est pas toujours une règle citoyenne respectée. Donc c'est en ville qu'il faut faire des progrès pour les invalides, ceux qui sont en fauteuil, parce que jusqu'à présent, il y a des petits progrès qui ont été faits, mais quand même, il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup. Les trottoirs qui sont difficiles, Les places d'handicap ne sont toujours pas respectées. Et beaucoup de voitures n'hésitent pas, sous prétexte qu'ils y sont que pour quelques minutes ou un peu plus, n'hésitent pas à se mettre place des handicapés. Et d'ailleurs, il y a la formule qui est très jolie, tu prends ma place, prends mon handicap. Ça, il faudrait qu'on les colle facilement sur ces voitures qui ne sont pas raisonnables du tout. C'est même, ça manque de réflexion. De civisme. De civisme. De civisme. Oui, parce que, personnellement, quand nous allons faire des courses dans une grande surface, il y a quand même beaucoup de places handicapées, mais c'est rare qu'on trouve vraiment une place. Alors, mon mari ne voudrait pas, mais moi j'appellerai la police de suite, parce que c'est vraiment se moquer du monde. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être handicapé et de pouvoir être au plus près du magasin où nous allons. Voilà. Dès l'annonce de la maladie, on connaît l'évolution et on sait que malheureusement la dépendance va être là. Donc je crois qu'il vaut mieux prévoir. C'est pas facile, mais la première chose à faire, c'est l'aménagement de l'habitat. Il faut absolument avoir une pièce accessible à la personne, parce qu'elle va se retrouver très rapidement sur un fauteuil. Donc nous avons aménagé une pièce où pour Henri, c'est la chambre, le bureau. Et elle comprend aussi une salle de bain adaptée, avec une douche à l'italienne. Et ensuite, petit à petit, arrivent d'autres aménagements à faire. On n'est pas toujours très bien conseillé. Henri a recherché beaucoup de choses sur Internet. Il y a en priorité, après l'aménagement de l'habitat, je pense, le choix du fauteuil. Alors, est-ce qu'on prend un fauteuil manuel, un fauteuil électrique? Tout ça, c'est pas difficile, c'est pas facile. Il faut faire le choix. Et ensuite vient ensuite aussi les équipements afin de permettre la lecture, puisque quand on ne peut pas bouger les mains et les bras, on ne peut plus lire et tourner les pages. Il faut aussi adapter l'ordinateur. Et aussi avoir un contrôle peut-être de l'environnement si on veut garder un peu d'autonomie pour allumer sa télé tout seul ou la radio et pouvoir se gérer. Ensuite vient aussi l'équipement du véhicule, parce que malheureusement la voiture normale ne suffit plus.
Donc là aussi, c'est très difficile parce qu'il faut, si on prévoit l'achat d'un véhicule, il y a le choix à faire et le coût. Parce qu'il faut prendre un véhicule équipé. Et là aussi, parfois, les conseils ne viennent pas. Donc, il faut se renseigner et voir avec d'autres malades les équipements qu'ils ont et voir ce qui est le mieux adapté. Alors, avec une personne handicapée, il faut avoir autour de soi des personnes qui bricolent et qui sont capables d'adapter le matériel à la personne. Parce qu'on vous livre du matériel, mais il n'est pas toujours adapté pour fonctionner immédiatement. Par exemple, pour nous, la sonnette de lit, il a fallu qu'un copain prévoie de nous faire un boîtier assez lourd. Donc il a coulé du plomb et il a collé dessus le contacteur qui permet à Henri d'appuyer et de sonner pour que je puisse entendre lorsqu'il en a besoin. C'est un peu ça l'ergothérapie, c'est aider les gens à voir où sont leurs problèmes, parce qu'ils sont confrontés, certains, à tellement de problèmes qu'ils n'arrivent plus à voir que pour certains problèmes, il y a des solutions, et pour d'autres, non. Et là, l'important, c'est d'aider par des aides techniques, par des films, par la discussion avec certains, de voir, ah oui, je peux peut-être faire quelque chose, il y a peut-être des solutions pour moi pour pouvoir aller plus loin, faire d'autres choses. Au niveau de l'ordinateur, par exemple, on est tous à utiliser la souris, alors qu'en fait, il y a des trackballs, c'est la même chose, mais ça, on n'a pas à déplacer la main. Il y a des trackballs, on utilise simplement avec le pouce. Il y a 50 solutions différentes, mais on n'a pas forcément la démarche d'utiliser tout ça, quoi. Au début, on a fait comme on a cru. C'est là que je me suis peut-être fait un petit peu mal. Et après, bon, tout le monde donne, après le kiné donne des conseils. Après, on peut avoir des conseils. Mais il faut les demander, ils ne viennent pas comme ça. Du style, plier les genoux, les jambes, jamais rester tendu. Ça, au début, quand on est jeune et fort, on ne fait pas attention. Hein. Garder la personne près de soi, ne jamais tendre les bras, la garder bien collée, ne pas avoir les bras tendus, les bras pliés plutôt. Voilà. Et bientôt, je vais essayer des sangles pour être encore mieux, plus sécurisé. Parce que des fois, il arrive à Emmanuel de tomber, c'est-à-dire que les jambes, d'un seul coup, elles lâchent. Et donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec 70 kilos en plus, et là, les reins, ils prennent. Alors... C'est à peu près, hein, bon, à peu près 70 kilos. Bon. C'est l'énergie cinétique qui fait ça. Non, c'est vrai, donc quand Emmanuel, ça lui arrive de m'échapper, ou de ne plus tenir sur ses jambes, c'est difficile à retenir. Et là, le dos, on peut se faire des hernies. Hein. Là, il y a un monsieur qui était à la réunion des fonds de la mer qui nous a donné une très bonne idée pour me ramasser le matelas gonflable. Mais on a essayé, mais en fait, il arrive au niveau de mon lit. On n'a plus qu'à me rouler sur le lit. Pour permettre aux soignants d'accomplir des gestes et donc des soins convenables, il faut qu'il y ait une bonne entente avec le patient et du professionnalisme du côté soignant. On se trouve souvent confronté à des soignants qui n'ont pas fait l'effort de se renseigner sur notre pathologie et qui n'ont rien à faire dans ce métier qui demande de l'écoute, de la patience et de la générosité. Il faut avoir une confiance mutuelle entre les deux parties pour avancer dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'au départ, je dirais moi avec l'ancienneté, je pensais qu'au départ la distance était quelque chose d'un peu superflu. Je me disais comment on peut s'engager dans cette profession où on a envie d'aller vers l'autre, on vous parle de suite de mettre une distance. Puis bon, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'effectivement, suivant les établissements, la distance est quand même obligatoire. Déjà pour protéger le patient. Je donnerai juste pour exemple, en secteur personnes âgées, je dirais quand vous avez la personne âgée qui est placée en institution, il y a déjà un premier échec, on l'enlève de chez elle, elle se retrouve dans une institution. Deuxièmement, une équipe de soignants est en place, toute personne a plus d'affinité avec tel ou tel soignant.
il ne faut pas oublier que la personne âgée, elle va rester dans l'institution. Vous, le soignant, vous pouvez partir de l'institution. Et cette personne qui s'est attachée à vous, c'est une déchirure encore supplémentaire. C'est vrai que là, la distance est importante pour ne pas blesser cette personne-là. On ne prend pas en charge la famille, mais c'est à nous à savoir écouter. Très souvent écouter pour savoir ce qui se passe, qui permet de déceler des fois des petites anomalies qui vont ressurgir chez le patient. C'est à nous de... Mais je pense que pour moi je parle avec ma vision du travail d'aide-soignant. Je pense que souvent on se pose beaucoup de questions sur ces choses-là. Le plus important, je pense, c'est d'y aller avec son cœur. Être naturel. On n'est pas parfait. Mais du moment qu'on fait les choses avec son cœur et avec passion, tout passe. Je dirais, le jour où il y a un petit conflit, je pense que les gens sont tout à fait à même de pouvoir poser le problème sur la table et en discuter. Surtout ne pas penser qu'on est une toute-puissance, parce qu'on apprend tous les jours. Et moi, je grandis tous les jours grâce à ces patients qui m'apportent encore de la formation. C'est grâce à eux que j'apprends tous les jours. Alors là, on a vu lors du transfert de Laurent, par exemple, qui est atteint de la SLA, ce monsieur est sous trachéo. Il débranche à plusieurs reprises. Déjà, c'est d'être extrêmement vigilant. Nous sommes toujours accompagnés de l'infirmière, qui est là aussi, qui est en quelque sorte notre garde-fou, qui fait ses soins, mais qui a un œil aussi sur nos transferts. Voilà, c'est la vigilance, toujours travailler en symbiose avec l'autre, être toujours synchro, et même répéter toujours les gestes, répéter les mêmes choses, parce que cette routine-là nous protège quelque part de toute erreur qui pourrait être catastrophique. Voilà. Et moi, je dirais que la manutention fait partie du soin. Elle est partie intégrante du soin et on doit l'intégrer en tant que tel. Ce n'est pas une sangle, ce n'est pas un lève-malade, c'est un soin. Il fait partie intégrante du soin. Et ce n'est pas une machine. Parce qu'à tort, je crois que souvent on retrouve chez les patients cette peur de la machine, cette peur du transfert, de quelque chose de nouveau qui peut être agressant, voire traumatisant. Donc je pense qu'il faut dédramatiser cette chose-là au niveau dédramatiser, expliquer pour que cet appareillage qui est entre lui et nous devienne en fait avec nous lors du soin. Donc voilà. Et je me dis aussi, soigner, c'est avant tout prendre soin de soi-même. Donc nous-mêmes, si nous sommes bien, nous pouvons prendre en charge le résident ou le patient et aider les dents aussi, parce que les dents, il en a aussi besoin. Donc si nous, on est en forme et tout, on pourra à la fois faire une prise en charge efficace et sécuritaire. Voilà. La médecine évolue, les protocoles changent. Je dirais, moi j'ai le souvenir, à l'époque où j'ai fait mon école, on ne prenait pas ce qu'on appelle les constances, l'attention on ne les prenait pas. Maintenant, ça fait partie de la formation d'aide-soignant. C'est à nous, comme je le disais précédemment, à se mettre en avant, aller voir nos directions, nos supérieurs et demander des formations. C'est l'avantage de la profession, même si pour beaucoup, je dirais, entre guillemets, on a souvent tendance à dire que l'aide-soignant fait le sale boulot. On est quand même les premiers à être sur le terrain, à s'occuper des patients, à prendre en charge les gens. Et je pense que voilà, c'est à nous à faire les démarches. Mais si je pouvais, je dirais à la limite, conseiller les futurs soignants, c'est déjà de les prévenir qu'il y a quand même un grand pas entre la formation et la réalité. À l'école, on a des gestes, des techniques qu'on apprend, des bases qui sont là. Après, c'est à nous à se servir de ces bases et de les transformer à chaque patient. Au départ, c'est vrai, moi le premier, comme tout aide-soignant jeune diplômé, au départ, je mettais en pratique les bases que j'avais apprises. Alors qu'il faudrait bien savoir que, comme j'ai dit, chaque patient est un individu différent. C'est à nous à savoir s'adapter. Il n'y a pas une toilette à l'école, on vous apprend à faire une toilette. Il n'y a pas une toilette, il y a 100 toilettes. C'est à nous à savoir s'adapter aux patients. Le patient, ce n'est pas un objet de soin. Et c'est vrai que le patient, quand on arrive, quand on dit bien, voilà, on va faire tel ou tel soin, lui, il peut se sentir déjà très mal à l'aise, voire agressé, et effectivement avec des techniques qui toujours pareil, et pour le bien du patient,
peut se sentir quelque part comme un objet trimballé, enrobé dans des sangles, dans un lève-malade, dans nos mains, peut-être un petit peu trop rustres, etc. Et on comprend la souffrance du patient, hein, parce que bon, il y a la maladie, il y a la pathologie. Bon, déjà, c'est pas très gai. Il faut qu'il fasse avec. Et puis, il peut se sentir effectivement déshumanisé, on va dire, lors des manipulations. Ben, je pense que ce qui pour moi est le plus important, c'est déjà peut-être de se connaître soi-même déjà. Je pense que déjà quand on se connaît, c'est peut-être plus facile d'aller vers l'autre. J'ai une approche, je dirais déjà de la mort qui est peut-être que tout le monde n'a pas. Pour moi, la mort fait partie de la vie. Et je pense pas, je dirais au lendemain, moi quand je suis sur le moment avec mon patient, je fais ce qui me semble le plus correct pour lui, le plus respectueux possible, afin de l'amener à un mieux-être. Après, je pense pas vraiment, je dirais, à ce qui se passera demain ou après-demain. Moi, c'est sur l'instant. Et ça, je l'ai appris aussi avec Laurent, quoi, à vivre sur l'instant. Je fais pas de projet ni avec des patients. Je viens, je me donne. Je suis pas parfait, je donne ce que j'ai. Mais je pense, comme beaucoup de personnes, quand on donne ce qu'on a, c'est déjà énorme. La perfection, on ne l'atteindra jamais, mais... D'abord, la première chose, ce serait de trouver des médicaments qui les soignent bien fort et plus vite, hein. Ça serait le grand bonheur de beaucoup de malades, même s'ils ne revenaient pas pouvoir courir comme quand on a 10 ans. Mais c'est vrai qu'il faut souhaiter que la médecine fasse de grands progrès à ce sujet pour les malades, pour les sauver, surtout dans ces maladies qui sont des maladies très contraignantes, tellement méchantes, tellement handicapantes. Et déjà pour lui, je pense que c'est sa raison de vivre, de pouvoir aider les autres. Pour lui, il y a des points vraiment qui sont importants, c'est aller à l'école d'infirmière, informer les élèves de sa maladie, parce qu'il dit qui mieux que les futurs soignants vont s'occuper de gens comme moi et comme d'autres personnes. Et pour lui, c'est un plaisir de parler de sa maladie, d'aller au-devant des gens pour pouvoir justement informer le maximum de personnes. Là, il est en train de se battre comme un fou sur tout ce qui est le matériel, au niveau des positionnements, au niveau des levées, des contentions, de tout ce matériel-là. Parce que là, il est sur une période, effectivement, où on est en train de faire des essais avec Laurent pour pouvoir continuer une prise en charge correcte, d'avoir du matériel. Et Laurent se bat sur tous les fronts. Et pour lui, c'est sa raison de vivre. Montrer à ses enfants qu'effectivement, il a la force de se battre, la force d'aider les autres. C'est Laurent, quoi. Tous les gens qui le connaissent savent que Laurent est un fou furieux à ce niveau-là. Mais c'est ce qui le maintient. Il y a une phrase que je vais lui voler, quand il marque sur un de ses textes, qu'on vous attache simplement pendant 24 heures les bras et les jambes et qu'on vous bâillonne, après vous serez en mesure de parler de moi et de ce que moi je vis, ce qui est normal. Moi je sais qu'en tant que soignant, à plusieurs reprises, j'ai eu des conflits avec Laurent. Je rentre chez moi, je réfléchis et je me dis effectivement, mets-toi à la place de Laurent, je crois que je serais pire que lui. Et c'est pas peu dire. Le handicap de mon papa ne l'empêche pas d'avoir une vie sociale. Il sort au match de rugby, il est le président de l'association Les Foulards Verts, il participe à des commissions pour défendre les dossiers de malades, il va au cinéma, il sort faire ses commissions au supermarché, il répond par sa présence aux invitations des amis. Voilà, il a une vie sociale comme tout le monde. Et pour ce faire, il utilise son ordinateur et il a un logiciel adapté à son handicap qui lui permet via Internet de communiquer avec beaucoup de personnes sur la France, notamment des malades, mais aussi à l'étranger. Cet ordinateur lui a permis aussi d'écrire un livre, L'envie d'être en vie, qui retrace son parcours depuis son adolescence. Donc il est plein de souvenirs, il est émouvant, il est amusant parfois. Et il a surtout voulu que ce livre reflète ce qu'il est et son envie de vivre. Et le fait aussi qu'il assume ses choix, même les difficiles. Pour finir, je voulais vous dire de ne jamais baisser les bras. Notre maladie a des moments insoutenables, extrêmement difficiles à subir, mais la vie, avec ses joies et ses peines, mérite d'être vécue. Voir ses enfants grandir, participer aux réunions familiales, tout simplement exister.
permet de surmonter cette souffrance. Vous n'êtes plus seul face à vos angoisses, à vos soucis de santé, à vos peurs de l'avenir. Une permanence téléphonique sera toujours active afin de rompre votre isolement. A très bientôt, dans un autre thème qui améliorera votre quotidien, car j'ai encore tant à vous dire. Papa, tu veux rajouter quelque chose? Non? C'est bon? Oui? D'accord.